Bonjour et bienvenue sur cette 15e table de la quotidienne Avis. Nous avons, pour parler de l'actualité de ce mois, nous avons 4 invités prestigieux autour de nous. À ma droite, Georges Azouz, le président France de Costa Croisière et également président du CLIAP, l'association professionnelle des croisiéristes. À sa droite, le président des entreprises du voyage. Des entreprises. Des entreprises. C'est pas les républicains. Donc c'est pas l'EV, ça peut être DEV, comme les chanteurs. Le président du SNAV, Jean-Pierre Masse. C'est compliqué. Hein. À sa droite et en même temps à ma gauche, tout au fond, nous avons René Marchicli, le président du CETO, et Jean-Louis Barou, à côté de lui, le président d'APG. C'est bien ma fille, hein, maintenant. Oui, mais c'est pas grave. Vous l'êtes toujours dans notre cœur et dans l'esprit et dans la mémoire. Le premier sujet que nous allons aborder, parce que c'est le salon de Top Reza et tout le monde est un peu pressé, nous n'avons pas tellement de temps. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est l'état du tourisme, avec tout ce qu'on lit dans la presse un peu partout, dans les radios aussi, tout ce qu'on entend, à la télévision, avec les résultats que les uns et les autres nous donnent, on peut se poser quand même un certain nombre de questions. Est-ce que le tourisme est en train de vivre une crise structurelle, un changement de paradigme? Est-ce qu'il va falloir qu'il s'adapte à une époque pas plus du tout stable? Est-ce que le tourisme qui est né dans les années 60, 70, sur de la ligne industrielle, a encore un bel avenir devant nous? Je vais évidemment, pour ouvrir ce débat, donner la parole au président des tours opérateurs, du CETO, René Marc. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors dans cette question, il y a une multitude de réponses à faire, hein, parce qu'on parle de 70 aujourd'hui. Évidemment, les modèles économiques ont été, pour beaucoup d'entreprises des tours opératives, revus, modifiés, réadaptés au fur et à mesure des grands changements technologiques, comportement de consommateurs. Ça, c'est une chose qui s'est faite. Il y a eu des dégâts en termes d'entreprise, il y a eu des dégâts en termes d'emploi, et puis il y a eu aussi des investissements lourds en termes de technologie. Alors, reste à savoir ceux qui n'ont pas fait ces investissements aujourd'hui, quel est leur avenir. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a un contraste très fort entre les résultats d'une entreprise et d'une autre. C'était un peu vrai aussi avant, mais maintenant ça l'est encore plus. Il y a de très grandes entreprises qui ont aujourd'hui des résultats pas tout à fait satisfaisants et qui réadaptent complètement leur modèle. Il y a de petites entreprises qui se portent bien, puisqu'elles ont créé de la valeur ajoutée, et ça fait un peu l'état du marché. Maintenant, vivre avec l'environnement, c'est évident que septembre 2001, depuis le temps, on va vivre avec l'environnement. L'environnement a touché à la fois certains pays éloignés, maintenant c'est beaucoup plus proche. Donc forcément, on va vivre avec cet environnement. Et le consommateur, c'est pas le problème. On sait vivre avec, on a mis tous les outils nécessaires, les informations, on est extrêmement prudent vis-à-vis de nos clients. Ce qu'on a comme handicap aujourd'hui, c'est de reconvaincre un client de repartir sur telle et telle destination. Les derniers résultats de cette année, c'est un très fort mouvement des clients sur des destinations type Grèce, Portugal, Espagne, Italie, avec une incapacité des tour opérateurs de faire face à la demande, compte tenu que tous les marchés européens évoluent de la même façon et sont tous sur les mêmes places. Donc pour les agents de voyage, pour les tour opérateurs, il va falloir convaincre les clients d'essayer de renouer avec certaines destinations. De rediversifier un peu les destinations. Bien évidemment, et ça c'est le challenge de produit. Est-ce que, là, je peux peut-être aux agences de voyage qui vous demander, est-ce que dans la tête du client, sa demande à lui, est-ce qu'elle n'est pas en train d'évoluer? Parce que les baisses d'activité dont on a entendu parler, dans l'Aveyron par exemple, on a senti les mêmes. Les gîtes, c'est moins 30%, les visites de châteaux, c'est moins 30%.
Donc est-ce que c'est pas juste la France qui a gagné ou s'il y a l'économie, il y a tout plein de raisons, mais est-ce que dans tout ça, il n'y a pas une nouvelle demande chez le consommateur qui est en train d'émerger? Globalement, à ta première question, comment va le tourisme, j'ai envie de dire, structurellement, le tourisme va très bien. Il y aura 2 fois plus de touristes dans le monde dans 15 ans qu'il y en a aujourd'hui. Il y a 2 fois plus de touristes dans le monde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 15 ans. Donc le tourisme va bien. Après, conjoncturellement, en fonction des marchés, en fonction des situations économiques, en fonction de la sécurité, il y a des phénomènes conjoncturels qui me posent la question de savoir est-ce que la demande du consommateur évolue. Bien sûr qu'elle évolue, mais elle évolue depuis 20 ans, elle évolue. Aujourd'hui, le consommateur il demande de la réactivité, de la réponse en temps réel, de la réponse le jour et la nuit. Il demande également de la sécurisation. Il est très favorable dans tous ses comportements d'achat, pas que touristique, à la désintermédiation. Donc quand il y a des intermédiaires, 1 ou 2 intermédiaires, il faut en justifier la valeur ajoutée. Il est très orienté vers l'économie collaborative. Donc c'est des modifications de comportement. Mais l'économie collaborative, d'une certaine manière, si ça se développe encore, je sais que dans le tourisme c'est important, ça risque quand même de faire des changements structurels là pour le coup. Et tout comme la sécurité, ça fait des coûts supplémentaires, donc ça veut dire que la structure du coût est plus tout à fait la même que dans les années 70 quand on faisait du Paris-Djerba en pagaille. Je crois qu'il y a de la place aujourd'hui dans l'industrie touristique française pour des opérateurs, des tour opérateurs et des croisiéristes. Quand on voit le développement du marché de la croisière, je pense qu'on va en parler, on peut dire qu'il y a quand même de la place pour des opérateurs et des distributeurs, hein. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des produits qui sont très désintermédiés. Par exemple, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de tour opérateurs qui proposent des week-ends à New York. Le week-end à New York, où il est construit par le voyageur lui-même, et au mieux, le voyageur va sur le site d'une agence de voyage pour acheter le billet d'avion et le séjour, ou va sur le site d'une compagnie aérienne pour acheter le billet d'avion et le séjour sur Airbnb. Tout ça, c'est des nouveaux comportements. Il faut qu'on s'adapte à ces comportements. Les vieux acteurs, s'ils n'évoluent pas, comme le disait Renimard, eh bien, ils sont en train de mourir, tous les vieux acteurs, et les nouveaux acteurs, ils sont dans une phase d'adaptation permanente. Alors, pour parler de la sécurité, justement, la croisière est un monde extrêmement sécurisé. Quelle part du coût ça représente la sécurité dans votre structure de coût? C'est difficile à dire, mais disons que la croisière apparaît comme étant l'espace sécurisé parce qu'en fait, la croisière est un concept de vacances plus qu'une destination. Ouais, d'accord. Et à partir du moment où, si on a un souci en escale, par exemple la Tunisie, c'est la Tunisie. Lorsqu'on a un souci en Tunisie, on en parlait d'ailleurs lors de la dernière table ronde, c'est vrai que les acteurs locaux, les hôtels, les agences de voyage, les réceptifs sont dans une situation très compliquée. Avec une croisière d'une semaine qui partira de Marseille avec une escale à Tunis, on peut, dans l'heure qui suit, changer pour aller à Malte. La croisière et le séjour du client sera maintenu, etc. Donc la croisière est toujours apparue comme étant, par définition, on navigue, un bateau ça bouge. Et donc ça bouge et ça peut changer de cap en fonction des problématiques à la fois météo et des problèmes géopolitiques ou des problèmes tout simplement d'une grève tout d'un coup sur Athènes en Grèce, un conflit social qui fait qu'en fait tu ne peux pas opérer dans de bonnes conditions. Donc on a toujours, par temps de crise, et c'est vrai que si on regarde un peu dans l'histoire, on a toujours apparu comme étant un mode de vacances flexible sur la capacité qu'on a de se redéployer. Oui. Voilà. D'ailleurs, votre croissance, depuis quelques années, elle est constante. Elle est un peu en dents de scie, mais elle est toujours en croissance. Oui, c'est un marché qui a connu une progression moyenne de 9,8% depuis les 4 dernières années, donc c'est une progression forte, qui à mon avis va peut-être connaître des paliers dans les années qui viennent, compte tenu aussi de la capacité qu'on mettra sur les différents marchés. Mais de toute façon, c'est un mode de vacances qui commence à devenir populaire au sens noble du terme, qui commence à entrer dans les mœurs de vacances. Puisqu'on ne trouve pas de destination, c'est difficile de les redéployer. Est-ce que c'est un produit refuge? C'est difficile de parler de refuge. On parlait de l'évolution constante de l'offre. La capacité ou l'incapacité, en tout cas la nécessité absolue de s'adapter en fait aux nouvelles habitudes de consommation. Et en ce qui nous concerne, nous, on a créé une certaine demande. Parce qu'on a eu une offre qui a considérablement évolué depuis ces 15 dernières années. Et on a créé un concept de vacances qui est de toute façon
qui peut paraître novateur chez une certaine partie de la population, en sachant quand même, parce qu'il faut remettre à l'heure et rendre à César ce qui appartient à César, la croisière en France connaît une pénétration de 0,9% dans la population française, donc ça reste des marges de progression absolument phénoménales. Et c'est vrai que, on va dire que l'offre, il faut savoir aussi que l'outil, c'est-à-dire le paquebot, a changé radicalement, c'est-à-dire les constructions de paquebots. Le paquebot en lui-même a totalement changé depuis les années 90, 2000 et au-delà, et on prépare aussi les années 2020 avec d'autres plateformes. C'est vrai que nous sommes devenus, je pense, vendeurs de concepts avec des villages de vacances et même des parcs d'attractions flottants qui séduisent un large spectre de nos clients. Donc, je suis très mal à l'aise quand on parle en fait d'une sorte de on vend moins de destinations, donc on vend plus de croisières. La croisière, c'est vrai, apparaît comme étant un mode de vacances qui est un concept et pas forcément une destination. La première destination que le client va. Pour un professionnel, c'est rassurant Moi, parce je que pense pas. la Moi, je croisière pense peut pas qu'un s'adapter. client dit je vais en croisière pour m'assurer parce que je ne veux pas Non, une législation. Non, je pense que la France était très en retard sur les croisières par rapport à d'autres pays continents américains, etc., qui avaient déjà épousé la croisière depuis très longtemps. Les croissances aujourd'hui, c'est un très beau positionnement des croisières en France. C'est un complément de produit comme il est nécessaire. Comme disait Jean-Pierre, il faut évoluer soit dans des offres extrêmement de week-end, sur des longues distances comme New York, il faut évoluer en croisière. Je crois qu'on a tout intérêt à considérer qu'un client aujourd'hui a l'intention de faire beaucoup de choses dans le voyage. Pas uniquement d'aller se bronzer une fois dans 2 semaines et au mois d'août. Il va voyager tout le long de l'année, différemment, famille, pas famille. Et on l'a vu avec l'évolution du Club Med, etc. Tout le monde se réadapte complètement à un client qui est complètement D'ailleurs, tout le monde se réadapte produit, destination, mode de distribution. Et il faut que les acteurs soient flexibles. Parce que le monde de demain sera dicté également par une partie par des grands acteurs comme Google qui vont arriver sur le marché avec du package, du semblant de package, mais là, quand on voit les dernières déclarations, et technologie égale flexibilité et adaptation à la demande du client. Si on arrive à faire ça, quelle que soit la taille, quel que soit le concept, on survit, voire on évolue. Si on n'arrive pas à faire ça, ça va être le message qu'on fait passer avec Jean-Pierre, aussi bien dans tous les congrès, etc. Parce que notre principe, c'est pas de dire en 60, en 70, etc. On oublie, on regarde devant, derrière, ça s'est passé, tant mieux, il y a eu des belles opérations, mais c'est devant, on regarde devant. Mais cela dit, la technologie, c'est quand même un coût énorme et la concurrence sur la pertinence et l'acuité de la technologie, ça peut être dangereux à gérer. Dans la vidéo, par exemple, au moment où la vidéo s'est déclenchée, s'est développée, la concurrence a été telle qu'elles sont toutes mortes. Il y a deux énormes coûts, c'est la technologie et le référencement, les réseaux sociaux. Le référencement, exister, être apparent, être visible, exister, ça c'est un coût énorme. Et malheureusement, il y a un point de passage obligé, c'est celui de Google. Et ça c'est un vrai problème. Alors justement, le transport aérien, la technologie, ça fait quand même 25 ans que ces compagnies aériennes travaillent sur leur technologie, se font la concurrence aussi sur la technologie, la façon de distribuer, de gérer, d'organiser les services les plus ancillaires, comme on dit maintenant. Au fond, le transport aérien est l'une des industries la plus ringarde qui soit. Ah, ça, c'est un contre-pied qui surprendra tout le monde. C'est pas une contre-pied, c'est un contre-pied. C'est une industrie qui se copie. Il n'y a aucune imagination. En transport, c'est toujours en gaz. Il y a des investissements considérables et aucune imagination. On a l'impression que dans le transport aérien, les coûts d'investissement sont tellement importants pour faire voler un avion que ça absorbe l'intégralité du savoir et de la conception des compagnies aériennes. Ce qui fait qu'on a toutes les compagnies qui se ressemblent les unes les autres. Il n'y a pas de Quel que soit le niveau technologique, elles n'arrivent pas à se différencier. Elles ont rigoureusement toutes le même niveau technologique et elles ont toutes le même concept. C'est dramatique. Alors on viendra au milieu. Je ne dirais pas qu'ils sont ringards, je dirais que c'est une industrie moutonnière. Moutonnier. Voilà. Moutonnier le mot. Moutonnier le mot. Moutonnière. Il y a, on va dire que. Heureusement qu'on a fait le dîner d'Air France. Il valait mieux. Par exemple, American Airlines a créé le concept de hub.
Du monde qui s'est passé sur le hub. Sans se poser la question si le hub est adapté ou pas. Il y a des nouveaux avions qui arrivent, qui ne sont pas faits pour le hub, et on fait des hubs quand même. Alors, ça coûte plus cher. On a même été jusqu'à faire à 380. Il y en a quand même moins moutonniers qui ont rejeté ce concept. Les low cost, Et voilà, il n'y a pas de hub. au milieu, il y a, Pas de hub. au milieu de tout ça, il y a la fourchette qui s'est écartée, les low cost sont arrivés. Je me rappelle quand même la difficulté qu'ils ont eu à s'implanter. On a mis les bateaux sur les routes. Et je me rappelle que la première compagnie qui est Southwest a commencé ses opérations en 1973. Imaginez le temps qu'il a fallu, et si je m'abuse, ça fait plus de 40 ans, pour arriver à studier ce concept. Donc, maintenant, on en est au concept low cost non courrier, parce que c'est naturel, mais c'est jamais que vous tenez cette affaire. Et puis il y a le haut de gamme qui est dans le golf. C'est les deux seuls qui ont travaillé. Et dans le fond, le golf a fait le haut de gamme pour une seule raison, il n'y avait pas de marché. Il fallait conquérir le marché des autres, alors il fallait avoir un produit supérieur. Mais pour le reste, la différence entre Air France, Lufthansa, British Airways, Alitalia, China Eastern, LATAM, zéro. Donc la concurrence se fait sur le produit. Et La finalement, concurrence, c'est ce que vous je disiez tout reste à l'heure, sur le produit. le vrai avenir du tourisme, il se situe dans la concurrence du produit, du concept pour les croisières, on peut de décider aussi, la souplesse du produit pour le... On peut aussi décider d'innover, on peut aussi innover sur les destinations, sur les concepts, sur la cible qu'on choisit, sur l'expérience à bord. Il faut de toute façon, même sur des métiers comme les nôtres, des industries comme les nôtres, il faut savoir se différencier, très simplement pour proposer une offre différente. Parce que si c'est pas différenciant, c'est compliqué. Tu pars de Marseille, tu as une semaine, pourquoi l'un plutôt que l'autre, si ce n'est de la communication, de l'innovation, de la différenciation et surtout de l'extrême qualité, parce que lorsqu'on est, on est condamné à faire tous de l'extrême qualité. C'est ça la réalité, c'est qu'il faut, à un moment donné, on disait tout à l'heure, répondre aux attentes du client, mais également que le client en ait pour son argent. Alors justement, on parle de clients, on parlait de Google tout à l'heure. On se retrouve dans une petite seconde pour parler de l'accès à ce fameux client et de Google. Merci. Alors nous revoilà pour le deuxième sujet. On va enlever la bouteille parce que là elle me gêne, elle va me faire loucher. Merci. La bouteille d'eau aussi. Le deuxième sujet. Il faut que je regarde la caméra, forcément. Le deuxième sujet, c'est on a commencé à l'effleurer tout à l'heure. C'est on a dit que le tourisme s'en sortirait avec un gros travail sur le produit. Et on a parlé de Google, on a parlé de l'accès aux clients, de la distribution. Et justement, est-ce que maintenant, dans le tourisme dans lequel on est, où la technologie donne beaucoup de pouvoir, mais coûte très cher, surtout si on rentre dans la concurrence technologique pure, est-ce que l'accès aux clients, c'est le nouveau champ de bataille? Est-ce que c'est plus seulement la gestion, la bonne gestion de père de famille? Est-ce que c'est plus seulement le produit, la bonne qualité du produit, le bon positionnement du produit, la force marketing? Mais est-ce que c'est aussi la maîtrise, le contrôle du terrain client, de l'accès au client? Pour ça, je pense qu'on va demander au syndicat dans lequel tous les distributeurs de France sont adhérents. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Tout le monde, les entreprises du voyage, c'est une grande maison. Oui, mais les distributeurs officiellement sont aussi chez nous, en majorité. D'abord, le client, c'est la priorité. Se poser cette question d'accès au client, c'est dire que moi je pourrais essayer de ne pas avoir de client. Donc, le client, c'est la priorité. Le problème, c'est le comportement du client. Il faut amener le client à utiliser nos canaux qu'ils soient online ou offline. Parce que on n'est pas des acteurs de la vieille économie, on est des acteurs bien sûr, complètement modernisés. Tous les outils, bien sûr. Le coût d'acquisition du client, il y a une quinzaine d'années, ça remontait à la préhistoire, ça se faisait avec la publicité. Plus fort, faut parler de ça se faisait avec la publicité. Et on avait un retour, un ROI, un retour sur investissement, qui était plus ou moins bon en fonction de la pub qu'on faisait. Aujourd'hui, c'est l'achat de mots-clés. La problématique, c'est l'achat de mots-clés. Ça coûte une fortune, ça. Ça coûte une fortune. On n'est jamais totalement sûr du retour sur investissement. Et le problème, c'est qu'on va acheter les mots-clés chez celui
dont l'objectif est d'accéder lui-même au client pour faire le métier que l'on fait pour vendre ce que l'on vend. Voilà, ça c'est le problème de fond. Ensuite, la problématique de l'accès au client, j'ai envie de dire, c'est presque qu'on ne connaît pas. C'est que dans toutes les activités commerciales. Encore que là, visiblement, lui, il a trouvé un moyen de vendre l'accès au client pour que lui tienne toutes les données clients et qu'ensuite il consolide des datas. Il sait tout. Il sait Voilà. tout de ton comportement de client, de ton comportement de commerçant. Ça, c'est un vrai problème. Est-ce que Google est matchable? Est-ce qu'il peut y avoir un autre Google? Est-ce qu'il pourrait y avoir un Google par pays? Est-ce que c'est envisageable? Déjà, la première étape qui a été franchie, on avait constitué, et pas simplement dans le tourisme, un comité pas anti-Google, parce qu'on n'est pas anti-Google, un comité qui empêchait ou qui régulait simplement la transformation de Google moteur de recherche en Google commerçant, avec des positionnements, parce que des fois on payait pour être sur la page numéro 1. Ça a eu des effets, parce que tout ça s'est créé dans tous les pays européens. Aujourd'hui, Google est aujourd'hui, quelque part dans le domaine de la fiscalité. Déjà, avec Apple, on voit ce qui se passe en Europe. Oui. L'amende va coûter extrêmement cher. La méthode va changer. Quand vous n'êtes pas fiscalisé, vous faites ce que vous voulez sur un marché. Quand vous êtes fiscalisé, vous ne faites pas ce que vous voulez sur un marché. Donc ça la première modification qui va arriver incessamment sous peu. La deuxième, c'est que dans sa mutation sur le métier de commerçant, elle est obligée de suivre les règles. C'est ce qui s'est passé hier ou avant-hier avec l'actualité, c'est que Google va finir par faire un package dynamique à sa manière et va finir quelque part à tomber dans le piège de cette fameuse directive européenne avec des prestations liées au voyage. On ne comprenait pas exactement, et tout le monde cherchait à savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette prestation liée au voyage. Aujourd'hui, c'est peut-être le hasard, mais où les gens de Bruxelles sont extrêmement futuristes et intelligents, mais globalement, on va tomber dans ce piège-là. C'est-à-dire que Google, tous les autres acteurs, alors il y a Google, c'est des OTA qui vont souffrir déjà énormément. Bon, ce sont des combats qui ne font que commencer. Absolument, oui. C'est vrai que derrière, il y a aussi une nouvelle éducation du consommateur. Le consommateur, pendant une décennie, s'est laissé mener par le bout du nez, par son moteur de recherche qui l'emmenait là où il voulait. Mais les consommateurs aujourd'hui commencent à réfléchir différemment, perdent une après-midi, une journée, une soirée pour finir à chercher un vol, etc. Donc, quelque part, là où il a raison Jean-Pierre, là où on nous dirait, mais faites attendre, vous les journalistes, vous disiez, vous êtes dans la vieille économie. On n'a jamais été considéré comme une économie, c'était même dégradant. Ça jamais bien les compris. OTA. Fut un temps, on dit, vous n'êtes pas capable de vous adapter au low cost. Aujourd'hui, c'est des partenaires, les low cost. Et demain, ça sera Google. Oui, puis tous ces gens-là ouvrent des boutiques en dur, Je pense y compris OptionWise. que si on est flexible, si on s'adapte, si on a de la technologie, le monde, on ne va pas envahir le monde de nos produits. On ne va pas refaire le À part que la structure de coûts fixes pour Google, c'est l'argent qu'il a pour financer, et ça coûte pas cher. Tandis que la structure de coûts fixes pour un croisiériste, il y a du bâtiment, il y a de l'immobilier, il y a du travail, il y a des employés, c'est pas la même Ce chose. qu'on fait la mutation technologique aujourd'hui, on le fait aussi avec des acteurs qui ont réfléchi sur des modules qui sont plus accessibles. Lorsqu'on voulait changer nos systèmes il y a encore peu de temps, etc., il y avait 3 fournisseurs, ça coûtait une fortune, ça déséquipait l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des acteurs que je ne vais pas citer, mais qu'on connaît bien, qui sont même assez dominants en France, qui sont capables de venir dans l'entreprise, de modifier, de faire en sorte d'accès, même B2C puisse se faire, et d'être présent. Et à des coûts, des coûts mutualisés. Le problème, c'est que chacun voulait faire son petit système dans son petit coin en disant je suis le meilleur. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous rentrez dans un système qui est mutualisé et c'est pour ça qu'on a quelques leaders sur le marché qui, les coûts ont baissé, puisqu'on s'est mutualisé. Alors, est-ce que les croisiéristes, est-ce que vous, le problème de l'accès au client, est-ce que Google vous fait peur? Parce que, mine de rien, il ne reste plus que on va dire, le concurrent de la technologie, c'est le one-to-one humain, la boutique. La boutique, Google ne pourra pas contrôler le client qui rentre dans une boutique. Tandis que tout ce qui sera technologique, finalement, est-ce que ça ne va pas venir chapeauté par Google et l'accès client, ce sera comme ça Google le veuille. Alors, est-ce que vous redoutez ça? de toute façon, déjà en ce qui concerne
la politique Google et la politique de nos partenaires en distribution dans le domaine, notamment des mots-clés par exemple. On est les seuls actuellement sur le marché à avoir imposé à nos distributeurs online le non-achat des mots-clés, en ce qui concerne Costa. D'accord ? Pour préserver justement, d'abord pour contrôler un peu ce qui se passe au niveau de la marque, pour éviter que ça devienne un Far West, tant en termes d'ailleurs de proposition, de prix, d'image, et pour préserver justement les coûts, parce que les coûts, en fait, si tout le monde enchérit sur une marque, parce que ce qui se passe, c'est que les compagnies, les entreprises sont en train d'enchérir elles-mêmes sur leur propre marque, elles achètent leur propre mot. Donc déjà, en fait, faire baisser les coûts à ce niveau-là, qui n'est pas des moindres, quand on connaît la puissance aussi des acteurs online, c'était important. Donc on a fait signer une web policy pour éviter que ces partenaires-là achètent les mots-clés propres à Costa. Alors après, il y a les mots-clés génériques. Et nous, ce qu'on recherche de toute façon alors évidemment, vous avez raison, parce que la communication institutionnelle, c'est-à-dire les médias ne suffisent plus pour rentrer en contact avec le prospect. C'est-à-dire, par exemple, nous, on a été la marque la plus exposée en télévision en janvier. Je parle même plus de tourisme, hein, je parle en général, devant l'automotive, devant la téléphonie. On a dépensé des fortunes dans la communication. C'est aussi fait pour agrandir le marché, pour faire de la considération plutôt que de la vente. Mais on investit des sommes colossales dans la publicité, dans la communication institutionnelle et dans les médias qui sont des médias de grand public. Maintenant, on cherche aussi d'autres sources de database avec des fournisseurs de database qui sont en fait pas liés à Google, mais qui nous permettent de communiquer avec des prospects sans passer par Google, mais ce sont des achats en fait de fichiers qui sont bien qualifiés et qui nous permettent en fait de faire adhérer, de s'approcher de ces clients qui sont devenus des prospects, et on les enrôle même dans un club qui s'appelle le club Ambra et qui permet d'enregistrer des clients qui ne sont pas encore des clients Costa, mais qui, à travers ce club, vont bénéficier davantage s'ils arrivent à bord. Donc on essaye de trouver, en fait, en fonction, pour recruter de nouveaux clients et de nouveaux prospects, d'autres moyens que le Google. Mais bon, effectivement, c'est un problème. C'est un problème et on n'échapperait à cette dynamique. Le transport aérien, est-ce que vous vous sentez à l'abri de Google? D'abord, personne n'est à l'abri. Mais je crois une chose, une chose qui me frappe. Il me semble qu'on a perdu beaucoup de bon sens dans le transport aérien particulièrement. Les gens qui tiennent le marché, ce sont les gens de proximité, ce sont les agents de voyage. Il y a des réseaux qui sont formidablement implantés, parfaitement régulés, qui ont des responsabilités considérables. Et toute personne censée qui veut aller s'installer loin, quel que soit le projet qu'il prenne, il devrait aller dans son agence de voyage parce qu'il a l'assurance d'avoir quelqu'un qui comprend et l'assurance d'avoir une réglementation. Et la privauté, la privacy, comme disait au lieu de faire cela, les compagnies aériennes, comment peut-on être aussi stupide, ont décidé de couper la rémunération des agents de voyage. Ce faisant, elles se sont donné des balles de 35 à tirer dans chaque pied. Et pour économiser 9% de commission sur l'international, elles ont baissé leur tarif de 25%. Et ça continue à tirer vers le bas. Avec les systèmes, avec les comparatifs, avec tout ce qu'on veut. C'est idiot. Je ne sais pas comment expliquer que n'importe quel gosse peut comprendre ça. Donc si on veut... L'accès aux clients, c'est une bagarre qui peut faire des bêtises si on veut reparler d'accès aux clients, le seul véritable accès aux clients est dans les agences de voyage. On est dans des pays. Il y a 16 000 agences de voyage en Allemagne, il y en a 6 500 en France, il n'y en a pas. Il y a un maillage. Tout à fait. Non, mais il n'y en a pas 6 500 par exemple qui vendent du tourisme. Il y en a beaucoup moins, on est autour de 3 800 ou 4 000 maximum. C'est quand même... le parc le plus bas de toute l'Europe. C'est quand même... On a quand même aussi un problème de pénétration de la clientèle en agence de voyage. Parce que mais c'est comme j'ai tendance à parler plutôt au système. Et la première des choses, c'est de redonner de la rémunération aux agences de voyage parce qu'eux ils ont le contrôle de leurs clients. Ils savent parler à leurs clients. Et après, au lieu de parler en direct aux clients via des réseaux qui coûtent une fortune, on va parler aux agences de voyage où c'est beaucoup infiniment moins cher parce que c'est pay as you earn. C'est pas pay up front. Oui, puis c'est aussi dans le domaine, ça nous amène à une autre discussion, mais quand même qui est néanmoins très importante.
c'est la capacité qu'on aura en France et dans le domaine justement du modèle économique entre agences de voyage et producteurs de rémunérer les producteurs, enfin, les agences de voyage ou les réseaux qui nous vendent à la performance. Oui. Ça, c'est un vrai problème en France, que nous n'avons qu'en France, parce qu'il y a d'autres pays dans lesquels il y a des réseaux, mais en fait, on a cette politique de réseau qui nous empêche, en fait, en tant que producteurs, et on peut le constater depuis de nombreuses années, d'avoir une attitude qui soit vraiment très cousu main sur chaque partenaire. Mais personne n'a vraiment travaillé le sujet. Non, mais bon, peut-être que. C'est pas faute. Non, c'est pas faute. C'est pas faute de l'avoir c'est pas faute d'avoir. par les producteurs. Là, on est dans un phénomène de culture en France qui est propre à la France. Il y a un phénomène de rejet conflictuel. C'est un sujet qui est tabou à chaque fois qu'on en parle. Et pendant qu'on n'en parle pas, pendant qu'on ne fait rien, tout le monde perd du business. Aujourd'hui, la structure multicanale des tour opérateurs, on la voit quand on la présente, c'est 38% des ventes qui sont en agence indirecte, 20% en internet et le reste sur des partenariats agences propres. Donc la réplique, elle s'est faite. Elle s'est faite sur le multicanal qui était accepté avec les nouveaux entrants, dont des ventes privées, etc. Et la grande distribution qui est un point important. Donc, et pendant ce temps-là, ce qui est surprenant, et je rejoins Georges à 150%, c'est que chacun, et on l'a vu derrière le dernier conflit avec un grand réseau qui est complètement ridicule, chacun essaye pas de compter le business, et d'autres montrent le taux. Je perds du business, je compte le taux. La rupture, c'est pas vendable. Moi, j'estime que le modèle est à bout de souffle. Je veux dire, je ne veux pas foutre le bordel dans. J'estime que le modèle est à bout de souffle sur le plan économique par rapport. On le disait. Mais je pense que le modèle pour transparent à la limite est encore pire. Parce que les tour opérateurs, les croisiers, rémunèrent les autres distributeurs. D'ailleurs, il y a décidé de ne plus le faire. Au total, les prix sont effondrés. Si on veut remonter les prix, la seule chose est Comment vous expliquez ce paradoxe que les gens ne sont pas d'accord pour négocier sur des questions, pour parler, d'aborder des tabous comme ça, comme celui-ci, et en même temps qu'ils voient Google s'implanter petit à petit, prendre. Pour être précis, et Georges l'a souligné, il y a beaucoup d'agences en France et il y en a très peu qui vendent du tourisme. Les systèmes qui ont été montés, et c'est quand même toute la réactivité des tour opérateurs, c'est de dire moi je suis prêt à rémunérer les agences qui vendent. Je suis prêt à faire des partenariats, et on l'a vu dans dernier, etc. Moi je fais un partenariat, etc. Par contre, je ne rémunère pas tout le monde et je ne donne pas la trésorerie pour financer le business travel. Jean-Pierre est parti pour lui, mais c'est ça. Le système, c'est pas normal que les agences, et c'est important pour les clients, parce que les clients continueront en agence, mais ils seront dans certaines agences où ils vont trouver un service pour le tourisme. Adapté. Ils vont arriver dans une agence, etc. Donc, normalement, les réseaux, ils n'ont pas pu le faire pour des raisons politiques, etc., ils auraient dû dire, bon, alors, moi, je segmente mon réseau. La segmentation du réseau. Dans ma segmentation d'ailleurs, on ne parle pas suffisamment du business travel dans cette profession. On n'en parle jamais. Alors que c'est vraiment, quand Air France déclare 2/3 du business sont faits par les agents. C'est 70% occupés par le business et 30% par le tourisme, avec un parc d'agences de voyage qui est 3 fois moindre par rapport à ce qui se passe en Italie ou en Espagne. Donc on a un vrai problème de pénétration du tourisme dans le secteur d'agences de voyage, qui explique d'ailleurs que nous recherchons avec obsession de nouveaux canaux là où le client finalement va se pointer pour acheter, parce que c'est un vrai problème. Et puis effectivement rémunérer à la performance. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à Google, il y a aussi sur ce marché-là une sorte de divorce à l'amiable entre le offline et le online. Parce qu'un certain nombre de grands réseaux qui sont quand même qui sont pignons sur eux, qui ont des 1200, des 1300 points de vente, ou d'autres qui sont quand même aussi des grands réseaux, qui sont des gens vraiment qui tiennent le haut du pavé, n'ont pas su, il y a une bonne dizaine d'années, assurer en fait une sorte de reconversion sur le digital. Et on a deux mondes en fait, on a le monde online et le monde offline. En tout cas pour ma distribution, moi c'est clair, c'est que les acteurs du offline sont des acteurs du offline, ils ne sont pas sur le multicanal, ils ne sont pas présents dans la distribution online. Il y a quand même une révolution qui va. Jean-Louis, on va arrêter sur ce plan parce qu'on est déjà au moins un quart d'heure. Et puis nous avons René Marc qui est attendu déjà assez dans l'urgence. Donc on se retrouve dans un instant, soit pour continuer à débattre de la distribution, soit pour aborder notre troisième sujet. A tout de suite. Nous revoilà pour le troisième sujet. Alors, on a parlé des produits, du tourisme distribution, on a vu
la menace que pouvait représenter Google et l'importance que pouvait retrouver peut-être l'agent de voyage dans un contrôle de sa clientèle. Maintenant, on va voir un produit qui est une croissance insolente, il faut le dire, quand tout le monde cherche un nouveau produit, cherche à innover, cherche aussi. La croisière est partie du bas du panier, elle est en croissance régulière, elle n'a pas trop de problèmes de distribution, les agents de voyage sont rémunérés. Enfin bref, si on prend point par point dans tous les compartiments du jeu, la croisière s'en sort plutôt bien. Alors, je me tourne forcément vers notre ami Georges. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, ce qu'on dit depuis des années se vérifie, à savoir que le fossé entre le voyage à terre et la croisière se comble. Et qu'on assiste en Europe, après le phénomène des États-Unis, et aussi maintenant, un autre phénomène dont on ne parle pas, mais qui est quand même très 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 d'actualité, c'est l'Asie, c'est la Chine, qui devient, ne serait-ce que pour notre compagnie à nous, pratiquement le premier marché. C'est des consommateurs presque innés. Il y a 10 ans, on a introduit un petit bateau de 800 passagers en Chine. On était les premiers à avoir un paquebot basé sur Shanghai et sur Hong Kong. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies, beaucoup d'offres. Mais le marché chinois va devenir dans les années qui viennent le premier marché devant certainement les États-Unis de la croisière. Donc en Europe, on a une progression qui est intéressante. C'est moins spectaculaire que les années précédentes. On est autour de, je crois, une augmentation de l'ordre de 3% par an. En France, l'année dernière, c'était 3,6%, mais après une année, en 2014, on avait fait 14%. Donc effectivement, c'est assez extraordinaire. Je pense que les Français et les Européens changent de regard vis-à-vis de la croisière parce que ce fossé dont on parlait tout à l'heure entre l'offre à terre et l'offre à bord se comble d'année en année. Elle devient populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'elle devient dans les habitudes de vacances des Européens et des Français qui, d'une certaine façon, comblent un retard. Mais il faut savoir que c'est un des marchés sur lesquels les compagnies investissent beaucoup parce que le potentiel est très fort. La pénétration de tous les grands marchés européens, la France c'est le plus bas, c'est-à-dire 0,9% de la population, contre 2,4% au Royaume-Uni, 1,7% en Allemagne et je crois et 1,4% en Italie. On parlait tout à l'heure, pour conclure le point précédent, de la distribution et tu disais qu'il fallait, tu avais évoqué ce point-là notamment, il fallait sortir du tabou et du règlement de la rémunération des distributeurs à la performance. Vous, dans les croisières, pour l'instant, vous avez, contrairement à l'aérien, vous avez encore la politique de la commission. C'est pas une commission qui est à la baisse, c'est plutôt classique. C'est une juste rémunération. Je veux dire, alors, est-ce que c'est par rapport à d'autres secteurs du tourisme, est-ce que c'est un des points qui permet à la croisière de stabiliser l'acquis et de développer la clientèle? Je pense que Jean-Pierre ne me contredira pas quand je dirais qu'au fil des années, la croisière est devenue pour les agences de voyage, pour les réseaux, les indépendants, un des vecteurs de développement. C'est-à-dire c'est devenu un enjeu. C'était une opportunité sympathique il y a quelques années. C'est devenu véritablement un enjeu parce que c'est une des formules en fait et des industries qui connaît une progression alors que, on parlait tout à l'heure de l'intermédiation, quand tu veux vendre de la croisière, il faut passer par soit un armateur, soit un agent de voyage, parce que tu ne peux pas le créer toi-même. Donc il y a un rôle à jouer qui est très important. Et toutes les compagnies qui sont présentes sur le marché s'appuient sur le réseau de distribution parce que c'est absolument nécessaire et c'est historique. Je veux dire, la croisière et quel que soit le pays, quel que soit le pays. De toute façon, même aux États-Unis où il y a eu une énorme poussée de la vente directe, ça reste de toute façon. Il y a un palier. Il y a un palier d'un bon tiers. Ensuite, après, il y a forcément au moins 2 tiers des ventes qui se font par le canal des agences de voyage, quelles qu'elles soient, online, offline, etc. Mais je veux dire que c'est une opportunité importante parce qu'ici en France actuellement, les compagnies travaillent sur un modèle qui est le modèle en fait compagnie et puis agence de voyage avec des partenariats forts, pérennes qui sont mis en place depuis des années, qui sont accompagnés à la fois d'engagement mutuel sur la formation, sur l'information qui est en marketing. En ce qui nous concerne, on a mis 1050 cabines à disposition ce printemps pour faire découvrir les produits Costa à l'ensemble des agents de voyage. Et on a même financé leurs acheminements vers le port, donc c'est dire qu'on a aussi investi beaucoup d'argent.
mais également donc, dans des vecteurs de communication communs, dans les actions de communication de marketing commun, en créant des différenciations, c'est-à-dire des offres exclusives pour tel ou tel partenaire, etc. Donc c'est un véritable enjeu. On va demander à Jean-Pierre de nous dire quel est le ressenti des agents de voyage en face de la croisière et du produit. Parce que aussi ils peuvent se poser la question, pourquoi ça monte? Le problème majeur, c'était la formation. On ne peut vendre un produit que quand on le connaît, quand on l'a appréhendé. Et ça a longtemps été un handicap. Il y a eu un gros travail des croisiéristes en matière de formation. En revanche, pour l'agent de voyage, vendre et promouvoir la croisière, c'est vraiment l'idéal. Parce que c'est rémunérateur, c'est un produit qui est bien normé, dans lequel il n'y a quasiment pas d'après-vente. Les fameuses, c'est compliqué de vendre des cabines, tout ça c'est fini aussi. C'était compliqué il y a 20 ans, mais c'est plus compliqué de vendre des cabines. Et c'est valorisant, hein. Et c'est très valorisant. Oui. Et je dirais même que ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure des capacités, parce que de plus en plus de grands paquebots, on a parlé de l'Harmonise et d'autres compagnies, dont les nôtres, vont sortir des capacités très importantes. C'est un gros challenge parce qu'il va falloir qu'on arrive à calibrer et à communiquer sur la bonne communication par rapport à cet enjeu des grands paquebots. Mais en fait, plus un paquebot dispose de capacité, plus l'expérience du client va être unique. Parce qu'entre toi, Jean-Pierre, et moi, on n'aura pas la même façon de vendre et surtout de vivre la croisière. Et donc, c'est un gros challenge parce que entre tes horaires à toi, mes horaires à moi, le restaurant que je vais pouvoir choisir, l'excursion du musée à Barcelone ou moi plutôt la plage, on n'aura jamais sur 6000 clients à bord la même façon de consommer de la croisière, que j'ai 7 ans ou que j'ai 87 ans. Donc, et c'est un gros challenge, et c'est très enthousiasmant d'ailleurs, de s'imaginer comment, vis-à-vis du grand public et des first timers, de ceux qui vont arriver pour la première fois. Sur un bateau à Marseille, il y a 63% des clients qui montent à bord qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau auparavant. Et donc on crée des vocations nouvelles, donc un marché nouveau qui est une opportunité énorme pour nos partenaires et pour nous-mêmes, sur une fidélisation qui est intéressante, avec un concept qui doit être... Alors ça c'est le grand challenge pour nous je pense, c'est comment en fait aborder sur le plan du marketing et de la communication ce challenge des grands paquebots qui arrivent sur le marché et sur lesquels certains clients ne se reconnaissent pas d'emblée si vous voulez. C'est ça. L'aérien, une croisière, ça veut dire de l'aérien, du PH et du post-H. La clientèle française est très gâtée, elle pourrait l'être en tout cas parce qu'elle a quand même plusieurs ports. Mais d'une manière générale, on va dire qu'il y a de l'avion. Et on n'a pas l'impression que les compagnies aériennes sont troublées, interpellées, intéressées par le développement de la croisière. Les compagnies aériennes elles ne voient rien. Sans foot. Voilà, sans foot. Non, je pense que... Je parle des compagnies européennes. Parce que justement, c'est probablement pas vrai des compagnies américaines. En ce qui nous concerne, ça fait 10 ans qu'on a signé un accord avec Air France. On a été les premiers à le faire il y a plus de 10 ans, entre Spinetta et mon président de l'époque. Et je peux te dire qu'on avait réfléchi sur les axes, sur le stock, sur les prix, sur la flexibilité. Les compagnies aériennes regardent de très près le développement des croisières en France et aussi en Europe. N'oublie pas que sur une entreprise comme la nôtre qui est vendue sur 70 marchés, on représente, et je pense qu'on représente au niveau de tour opérating certainement le premier voire le deuxième client d'Air France sur la partie tour opérateur. Ça n'a l'air de rien, mais quand tu es vendu sur autant de marchés, aussi bien sur Lincoln Inn que sur Lord Gaulle, parce qu'on parle aussi des Américains qui viennent embarquer en Méditerranée et vice versa. Donc on sur le long courrier, un nombre de coupons qui est assez important. Je peux vous dire que les compagnies aériennes viennent nous voir. Les compagnies aériennes discutent avec nous et on travaille sur des plans qui sont des plans sur du long terme, sur de la synergie entre leurs lignes et nos embarquements. Et c'est vrai que le challenge, c'est vrai, 6600 clients à embarquer le même jour à la même heure, c'est assez complexe. Mais il faut les acheminer, les clients. Il y a la logistique, il y a le développement, il y a du low-cost, il y a d'autres moyens. Mais les compagnies aériennes, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, réfléchissent avec nous. Elles n'ont pas une vraie stratégie par rapport à ça. Voilà. Bon. Il y a des opportunités, il y a évidemment un business que vous ne devez pas forcément laisser à quelqu'un d'autre, mais elles n'ont pas de stratégie. Alors justement, j'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps un gars qui est Christian Benotto, il est économiste d'une manière générale, journaliste économique. C'est peut-être pas un spécialiste de la croisière, du transport aérien, mais en tout cas il disait que effectivement le A380, pour des raisons X et Y, que tout le monde connaît dans la profession,
a un problème. C'est pourtant l'avion idéal pour alimenter les croisières telles de ligne. Il sera idéal lorsqu'il sera 800 sièges. Quand il sera il n'est pas encore quand il sera il est 514 actuellement. Le 560, je crois qu'il y a une config à 560. Il peut mettre 800 sièges, il peut mettre 1000 sièges. Lorsqu'il sera à 1000 sièges, il sera bien. Pour l'instant, personne ne veut faire le saut. Marc Rochet, que je prends pour quand même un très très bon expert du transport aérien, dit que l'avion est un peu raté parce que les moteurs sont trop lourds, parce qu'il est trop lourd par rapport à etc. Donc il a ses raisons. Néanmoins, voilà un formidable paquebot. Alors pour l'instant, il est sous-utilisé. Ça fait penser quand même, je rappelle, le 747, quand il a commencé, il a eu un début très difficile. Et il a eu les 3-4 premières années qui étaient extrêmement difficiles, jusqu'au moment où on a sorti les séries 300, les séries 400, où là on était arrivé à 600 sièges. Et bien le 380 sera pareil. Et il est possible que, parce qu'il est parfaitement adapté aux croisières, on envoie 3-4 machines et on peut les mettre. Le problème avec Dubaï, c'est qu'on a des capacités qui ne correspondent pas à nos horaires de réopération. Non, mais ça peut être justement décidé. Il pourrait y avoir vraiment un système où on adapte l'utilisation de 380 à des croisiéristes. C'est 2 jours à Marseille, c'est 3 jours à Dubaï. Je pense que justement, par rapport à ce que tu disais, c'est important. Les compagnies aériennes doivent réfléchir aussi au flux dans le domaine de la croisière, parce que quand on parle du marché chinois qui est en train d'exploser totalement, les Chinois, en fait, à un moment donné, arrêteront de naviguer en Chine et également en Europe, y compris sur la croisière. Et à ce moment-là, ça générera d'autres flux et ça générera d'autres choses. Mais aussi, en fait, nous, notre stratégie à nous, quand on a justement des bateaux de grande capacité, par exemple, les grands bateaux arriveront peut-être sur Savone ou sur Marseille, mais on va se servir en fait de l'offre existante. C'est très difficile pour nous de s'engager aussi sur parler de 380. C'est vachement compliqué de prendre le risque aérien en plus du risque maritime. Et moi, je l'ai fait pendant 20 ans sur les Antilles. Je peux vous dire que j'ai réduit très considérablement mon risque parce que j'ai, à un moment donné, proposé aux clients de se rendre directement sur les ports à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Ça a fluidifié mon offre. Je leur laissais le choix entre l'avion, le package, parce que 60% du prix du package sur les Antilles, ça va à l'aérien, aux taxes et aux transferts et pas sur le bateau. Donc, pour moi, c'était plus intéressant de leur dire, vous choisissez finalement vos compagnies et vos... Et plutôt qu'en fait, donc, on va aller, nous, vers aussi une optimisation des coûts. Hein. Et je ne pense pas qu'on soit dans une optique de prendre des risques, sauf si besoin. S'il n'y a pas de régulier ou de low cost, ce que tu veux, sur une liaison, mais il va falloir qu'on se débrouille. Il nous arrive de le charteriser. Mais pas de risque inconsidéré sur l'aérien. C'est pas notre métier en plus. Si on réfléchit un petit peu à 10 ans, il est possible que le système soit totalement changé. Actuellement, c'est atomisé. Chacun fait son truc. La SNCF fait du train, l'aérien fait de l'aérien, les bateaux font des bateaux, etc. Mais tout ça pour transporter le même passager, finalement. Oui. Pourquoi la SNCF ne ferait-elle pas de l'aérien? Pourquoi les croisiéristes ne feraient-elle pas du train, etc. Et est-ce qu'on ne risque pas, mais ça je m'adresse à Jean-Pierre, d'avoir un système qui soit totalement bouleversé? On ne soit plus transporteur aérien, mais non, on est transporteur de passagers ou de cargo, peu importe, pour tel type de produit ou pour tel type de produit. Est-ce que c'est pas là ou est-ce qu'il n'y a pas une piste là-dedans? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas vues il y a quelques années. Je trouve que, enfin, on n'imagine pas Air voir France fait tomber dans la France 15 jours. parce qu'ils n'ont pas pris de TGV. Mais pourquoi Air France n'opérerait-elle pas les TGV? Qu'est-ce qui l'empêche? La SNCF tire des trains de 400 sièges, de 400 places entre Aurillac et Limoges, je ne sais pas quoi. Pourquoi pas mettre des avions? Ça coûte beaucoup moins cher. Mais ça, les gens sont vissés dans leur système, dans leur technologie. Si on pensait, c'est des métiers, la spécificité des métiers fait qu'il est très difficile de se faire. C'est vrai. Mais ça peut se faire par croissance externe. L'environnement social. Ça peut se faire par croissance externe. Mais c'est vrai ce que tu dis par rapport en fait, à l'écoute. Parce que c'est vrai que par exemple, j'ai reçu une compagnie aérienne sur mon stand aujourd'hui qui me reprochait de ne pas travailler avec elle. Mais le problème, c'est que à travers les offres que nous avons, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on a des bateaux qui partent d'un port, on générait du trafic mais colossal avec via les agents de voyage qui achètent des sièges, via le client. Non, on ne le voit pas parce que en
fait, comme tu dis, il y a une dichotomie entre les métiers de chacun. Moi-même, par exemple, est-ce que j'arrive à comprendre qu'il y a 60 villes qui relient Marseille? Ça m'intéresse, moi, de relier Marseille sur 60 villes de France. Le problème, c'est que je n'arrive pas à faire la jonction. Donc, effectivement, il faut réfléchir là-dessus. Je pense que c'est En tout cas, il y a des pistes formidables. C'est génial. La croisière qui marche aussi bien est, si on y réfléchit bien, peut-être un point de départ pour rebâtir une nouvelle grille, un nouveau réseau de produits touristiques et de distribution. On abordera peut-être ça dans la prochaine table, si vous le voulez bien. Nous allons nous séparer car tout le monde est pressé, top Reza oblige. Au revoir.